Ça vous intéresse pas, la Shoah, visiblement. Ça m'intéresse pas, la Shoah. Visiblement, vous pensez que c'est pas une bonne manière d'être juif. Non, moi je refuse. Ça. Moi Ensuite, je refuse. Non, excusez-moi parce que là c'est important. Moi je refuse les gens qui instrumentalisent la Shoah pour servir leur objet politique comme vous. Écoutez, moi je ne vends pas. Excusez-moi. Moi je ne vends pas. Non, je m'en vais. Instrumentaliser. Ma famille, elle a instrumentalisé autrement que la vôtre, visiblement. Salut les amis et bienvenue dans le ring. Aujourd'hui, je fais cette intro avec un peu plus de solennité, parce que comme vous l'avez vu en introduction, il y a eu un départ sur le plateau. C'était notre premier départ. On a déjà vu plusieurs fois à la télévision ce genre de choses arriver, mais c'était la première fois pour nous que ça arrivait. Je voulais vous dire qu'on ne juge pas ni le départ, ni les propos qui ont été tenus. C'est pas notre rôle et on ne veut pas en être tenu responsable, car nous cherchons d'abord et avant tout à faire vivre le dialogue, à faire vivre les idées, et que malgré des désaccords houleux, nous cherchons toujours à permettre de rassembler autour de la discussion. Ce ring, il traite du sionisme, de si on peut faire un parallèle entre l'antisionisme et l'antisémitisme, et de comment s'orchestre la communauté juive en rapport avec le monde. Il y a des désaccords, même au sein de cette communauté, comme vous pouvez le voir, et nous sommes là aussi pour témoigner et permettre de faire réfléchir sur ces désaccords. J'espère que l'échange vous plaira, et je vous encourage, dans vos propres débats, à la maison, avec des amis, à l'école, au travail, à toujours essayer de comprendre et de rentrer en empathie avec la personne avec qui vous discutez. C'est ce qu'on essaie de faire au crayon. Et maintenant, vos débatteurs sont prêts. Votre présentateur est prêt. T'es prêt toi, Antonin ? Ouais, je suis prêt. On se retrouve dans le ring. Salut les amis, on est de retour au cœur du débat pour un nouveau débat aujourd'hui sur le sionisme, l'antisionisme. Et je suis aujourd'hui en compagnie de Simon Moss, qui est le fondateur de In+, un média et en plus chroniqueur politique. Bonjour Simon. Bonjour, très heureux d'être parmi vous. On est ravis de t'accueillir également. Et je suis avec Dominique Vidal, journaliste et historien, aussi essayiste, qui a écrit Antisémitisme, antisionisme, point d'interrogation, est-ce que c'est équivalent ? Et donc du coup, ça va être le sujet du débat du jour. J'aimerais d'abord et avant tout qu'on commence ce débat par un peu de vulgarisation, parce que vous ne serez peut-être même pas d'accord sur cette vulgarisation qu'il y a à faire, sur l'origine du sionisme. Si j'ai bien compris, peut-être que je me trompe, mais tu considères qu'il a commencé globalement au 6e siècle avant Jésus-Christ et un peu avant, et tu considères vous avez considéré qu'il a commencé plutôt dans les années 1850-1860. J'aimerais qu'on commence par un petit peu de vulgarisation, quitte à ce qu'il y ait des désaccords sur cette même vulgarisation. Dominique Vidal. Non, moi je m'en tiens à l'historiographie classique qui veut que le sionisme soit né réellement avec Theodor Herzl, avec son livre L'État des Juifs en 1896, avec le premier congrès sioniste mondial à Bâle en 1897. D'où vient cette idée ? Il faut savoir que Herzl, quand il était encore en Autriche, en Hongrie il était trop petit, mais ensuite en Autriche, il était non seulement pas sioniste, mais il était assimilationniste. Il a même eu une période conversionniste, où il pensait que le fait que les Juifs se convertissent au catholicisme allait régler leurs problèmes. L'histoire montrait que c'était plus compliqué. En tout cas, il arrive en France, et en France, avec le background des nouveaux pogroms qui se sont déroulés en Russie, 1880, 1881, c'est pas les premiers, mais enfin, c'est quand même frappant pour les communautés juives un peu partout. Il arrive, et quelques années plus tard, arrive l'affaire Dreyfus. Il faut savoir que Herzl est présent dans la cour des Invalides quand Dreyfus est dégradé. Il y a un choc personnel en plus du choc politique. Et il faut savoir, deuxièmement, mais on n'a peut-être pas le temps de développer là-dessus, que l'affaire Dreyfus, contrairement à ce que des lycéens ou étudiants aujourd'hui pourraient s'en penser s'ils la connaissent, c'est pas des intellectuels qui s'envoient des noms d'oiseaux. C'est vraiment un mouvement de masse, antisémite, anti-juif, disons, pour être dans le ton de l'époque, avec, il faut lire le livre de Pierre Birnbaum qui s'appelle « Le moment antisémite », des manifestations de masse dans beaucoup de rues de France, beaucoup de villes, et les commissaires de police, les préfets expliquent qu'il y a des villes où on est passé à 2 doigts du pogrom. Donc c'est quelque chose de très profond. Et qu'est-ce que ça inspire à Theodor Herzl ? On peut le comprendre à l'époque. Il se dit, au fond, même en France, où la Révolution a donné l'égalité des droits aux Juifs pour la première fois dans l'histoire. C'est jamais vu, sauf évidemment dans les royaumes juifs anciens, mais c'était une autre forme d'égalité et de souveraineté, évidemment. C'est la première fois en France que les Juifs ont, dans le monde, l'égalité des droits.
Bon, ça a été remis un peu en cause par Napoléon, et avec, au grand plaisir de Gérald Darmanin. Il faut lire la page 127, antisémite, du livre de Gérald Darmanin, où il cite Napoléon, et il en rajoute même sur Napoléon. Oublions Napoléon. Et Gérald Darmanin, oui, c'est plus facile pour l'histoire. Et on arrive à cette espèce de remise en cause de l'égalité des droits, de l'émancipation des Juifs, et c'est l'affaire Dreyfus. Et pour Herzl, c'est la preuve que si même en France ça ne marche pas, il faut un pays pour les Juifs, un État juif en Palestine, pour des raisons évidentes, historiques. Bon, il y a évidemment un petit problème dans le projet, c'est qu'à l'époque, en 1897, quand le premier congrès sioniste a lieu, il y a environ 95% d'Arabes en Palestine. Donc le projet a forcément un aspect libérateur pour les Juifs, en tout cas les minorités juives opprimées d'Europe de l'Est en particulier, mais un aspect colonisateur pour les Arabes qui vivent dans ce pays. Bref, à mon avis, c'est moins, comme on dit, les pogroms de Russie, qui sont quand même loin, et dans un pays profondément enraciné dans l'antisémitisme, l'antijudaïsme orthodoxe, même encore aujourd'hui. Je veux dire, la Russie est un pays où l'antisémitisme, ou la Pologne, parce qu'on parle de l'Empire tsariste, très antisémite. Donc ce qui frappe surtout Herzl, c'est que ça se passe en France. Et que même en France, le projet d'intégration à l'époque... Voilà, il y a un rejet qui n'est pas majoritaire, puisque Dreyfus gagne après tout, il ne faut pas l'oublier. Mais enfin, il y a quelques années dures, en général, et pour les Juifs en particulier. Est-ce que finalement, Simon, tu vois le début du sionisme autre que par Theodor Herzl ? Complètement. Pour la simple et bonne raison que le sionisme, il faut déjà définir ce que c'est. Sionisme, ça vient du mot Tzion, en hébreu, qui veut dire Sion. Sion, c'est une colline de Jérusalem, et pour les Juifs, ça désigne non seulement Jérusalem, mais plus globalement la terre d'Israël. Pour comprendre le sionisme, il faut avant tout comprendre l'histoire des Juifs. Les antisionistes ont la facilité historique de commencer l'histoire du sionisme à la fin du 19e siècle, parce que ça les arrange, parce que ça les permet de réduire la légitimité du sionisme à la question sécuritaire. Les Juifs ont le droit à un État parce qu'ils sont opprimés. Un mouvement de réaction ? Un mouvement de réaction. Les Juifs n'ont pas le droit à un État parce qu'ils sont opprimés. La souffrance ne donne aucune légitimité territoriale. Je disais tout à l'heure que le sionisme, c'est l'histoire des Juifs. Et l'histoire des Juifs, il faut bien comprendre ce que c'est un Juif. Un Juif, il y a 1 milliard de commentaires là-dessus, mais fondamentalement, un Juif, c'est quelqu'un qui appartient à un peuple, le peuple juif. Et en France, on a cette tendance à confondre religion et peuple, parce qu'on est dans un pays très républicain. Il n'y a qu'en France, d'ailleurs, on parle de Français de confession juive. Or, les Juifs ne sont pas juifs que par confession. D'ailleurs, on peut tout à fait rejeter la religion et être juif, parce qu'on fait partie d'un peuple. Le judaïsme, c'est le isme du peuple de Juda. Juda, c'est quoi ? C'est le royaume, un des royaumes qui a succédé aux différents royaumes juifs en Israël. Bon, les Juifs, c'est un groupe ethnique qui est né il y a à peu près 3300 ans dans la région du Levant, en Israël, en Palestine. De toute façon, la Palestine, c'est pas du tout un mot qui nous heurte, parce que Palestine, ça vient de l'hébreu. Ça vient de la racine hébraïque, sémitique, araméenne aussi, pléchet, ça veut dire envahir. Et ça désignait justement les envahisseurs grecs et égéens qui venaient de Chypre, etc., sur les côtes d'Israël, Gaza, Ashkelon, etc. C'est un peuple qui a vécu, qui a façonné la terre d'Israël en son nom, qui a fait une capitale qui s'appelle Jérusalem, qui était à la fois sa capitale historique, religieuse, politique, culturelle. C'était vraiment la ventricule du peuple juif. Et ce peuple-là, le peuple juif, a été colonisé par une série incroyable d'empires. Donc les Babyloniens, les Assyriens, les Romains, les Grecs, les Mamelouks, les Arabes, etc. Les Britanniques aussi. Évidemment, plus récemment, les Britanniques. J'aurais pu parler aussi des Byzantins, mais bon, il y en a tellement que, voilà. Le sionisme, c'est le mouvement le plus formidable de décolonisation de l'histoire. Il n'y a jamais eu aucun autre peuple souverain sur la terre d'Israël que le peuple juif. Sans les Juifs, la terre d'Israël n'existe pas à proprement parler en tant qu'entité politique. La raison pour laquelle
on a voulu coloniser Israël, ou en tout cas certains empires ont voulu coloniser Israël, c'était justement de par le développement que les Juifs en ont fait. Sans les Juifs, déjà, il n'y a pas de christianisme, il n'y a pas de croisade. Okay, sans les Juifs, il n'y a pas d'islam. Il n'y a pas de djihad au 7e siècle des Arabes qui viennent coloniser la terre d'Israël en essayant d'interpréter Jérusalem comme un lieu saint. Du coup, il y a une séparation claire entre ces différents peuples. Du coup, si jamais tous les peuples religieux monothéistes sont à l'origine du judaïsme, enfin sont de l'origine du judaïsme. C'est-à-dire ? Si jamais toutes les religions viennent de la religion juive, toutes les grandes religions monothéistes, pourquoi est-ce un peuple différent ? C'est très intéressant. Parce que, déjà, il faut bien comprendre une chose, les religions n'ont pas de légitimité territoriale. Les peuples aussi. L'islam ou le christianisme ne sont pas des peuples, ce sont des foi, ce sont des spiritualités. Si vous arrêtez de croire en Mahomet, vous n'êtes plus musulman. Si vous arrêtez de croire en Jésus, vous n'êtes plus chrétien. Si vous arrêtez de croire en Dieu, en Moïse, etc., vous êtes quand même juif, parce que vous faites partie d'un peuple. Sauf Spinoza, par exemple. Spinoza qui est exclu de la communauté juive, et pourtant il est juif. Vous voyez, Exactement. C'est un peu un conte pour enfants. Pourtant il est juif. Pourtant il est juif, mais... Il n'était pas juif, Spinoza. Mais encore, il y a quelque temps, quand l'État d'Israël a décidé de faire un timbre pour honorer Spinoza, il y a eu de grandes protestations de la part de l'extrême droite en disant non, Spinoza était... Pour vous, il n'était pas juif. Non, pour moi, ça m'est complètement égal. Ce qui m'intéresse, c'est Spinoza, qu'il soit juif ou pas. Il était juif, non, Spinoza. je trouve, si vous voulez, je veux pas vous interrompre, vous initiez votre propos, mais vous nous entraînez dans un débat qui n'est pas mon débat. Moi, je ne suis pas un spécialiste, un historien de l'histoire antique, donc je n'ai pas d'avis bien tranché. J'ai lu Shlomo Zand, comme tout le monde, je suis quelqu'un d'éduqué. J'ai lu d'autres manières de raconter l'histoire juive. Pour moi, le sionisme, dans tous les livres sionistes, dans tous les livres d'histoire écrits par des sionistes, ça commence avec Herzl. Si vous m'expliquez que ça commence dans l'Antiquité, peut-être vous avez raison, peut-être vous avez tort, mais c'est un autre débat. Moi, non, c'est pas un autre débat. Non, mais moi, une différence qui est fondamentale. Personnellement, je suis attaché au dogme qui était celui de ma grand-mère. C'est très dogmatique. Ma grand-mère disait... Il vaut mieux se taire et avoir l'air bête que parler et prouver qu'on l'est. C'est un très bon appel à la modestie. Donc moi, je suis modeste, je connais pas mal l'histoire du sionisme, je connais pas mal l'histoire du conflit israélo-palestinien, j'y ai travaillé une 50aine d'années. Voilà, mais l'histoire antique, on va se disputer pour rien, parce que je ne suis pas sûr que vous ayez des connaissances suffisantes. Écoutez votre grand-mère et laissez-moi juste finir ma réflexion, s'il vous plaît. Oui, mais j'aimerais que vous écoutiez aussi ma grand-mère. Voilà. D'accord, mais je ne débat pas avec votre grand-mère, malheureusement. Non, mais... je vous ai laissé parler. Donc, j'inspirais de sa pensée. Ne nous engageons pas dans des débats qui ne sont pas à l'ordre du jour. Je voulais vraiment qu'il y ait un rappel des deux visions divergentes. Le fond du débat, c'est exactement ça. Le fond du débat, c'est exactement ça. C'est justement... Les antisionistes vont refuser ce débat, pourquoi ? Parce que ça les embête. Parce que le peuple juif a été colonisé et que le sionisme, c'est un mouvement de décolonisation. Et ça n'a rien à voir avec les Arabes. Les Arabes n'ont été qu'un des empires, un des nombreux empires qui ont colonisé la terre d'Israël. Mais le sionisme, d'être anti-sioniste, c'est tout simplement refuser un droit à un peuple, le peuple juif, qu'on accorde à tous les autres, à savoir le droit de s'autodéterminer sur sa terre ancestrale. Le droit de souveraineté sur sa terre ancestrale. Dans ce cas-là, j'ai une question toute bête, mais à partir de quand on a une légitimité sur sa terre ? Parce que fondamentalement, je pense que personne ne conteste que le peuple juif était le premier peuple sur la terre d'Israël. Non, même pas. Les historiens de l'Antiquité juive vous y expliquent connaissez qu'il y avait maintenant. les Cananéens. Que les Cananéens, c'est compliqué à définir comme peuple. Est-ce que c'est un peuple dont les Palestiniens, par exemple, se revendiquent d'une manière très excessive, dont un certain nombre d'historiens juifs se revendiquent aussi pour l'Antiquité juive ? En tout cas, moi, je ne suis pas prêt à ce débat aujourd'hui, il ne m'intéresse pas. Je comprends complètement, Dominique Vial. Moi, ce que je voulais juste mettre en exergue, c'est est-ce que, finalement, ça ne veut pas dire que peut-être que les Italiens auraient une légitimité en France parce que l'Empire romain y était ? Est-ce que ça ne veut pas dire que... Ils étaient en tant que quoi ? En tant que colons ? Ben, ils ont colonisé la Gaule ? La Gaule. Oui, mais la Gaule, est-ce que c'était un peuple... Beaucoup de Français voient le début de la France au moment de Clovis. Mais même pas. Peut-être qu'ils se trompent, peut-être qu'ils ont raison. Dans mon sujet, même pas. Ça dépend des visions des choses. Et les Alsaciens, alors ils ont été colonisés. La France, c'est une multitude de peuplades. Les Celtes, les Gaulois, etc., etc. Il y a une particularité avec le peuple juif, c'est que c'est historiquement, et on retrouve les traces
d'Israël en tant qu'entité politique, en tant qu'entité humaine, au XIIIe siècle avant notre ère. Et c'est un peuple qui naît dans cette région, qui est le croissant fertile, le Levant. Et dans cette région, il crée quelque chose qui est tout à fait révolutionnaire à l'époque, le monothéisme. Bon, les autres adoraient des idoles. Mais donc on en revient à la religion, les juifs, au-delà du peuple. c'est une ethno-religion. Mais on peut être juif sans être religieux. Or, on ne peut pas être musulman sans croire en Mahomet. Et c'est très important parce qu'en France, on a une conception tellement républicaine qui n'existe pas dans les pays anglo-saxons. Catholique même. C'est-à-dire une conception catholique des religions. Donc si tu n'es plus catholique, tu n'es plus... Oui, aussi, si vous voulez, oui, c'est une très bonne analyse. Mais c'est vrai que en France, on a un point de vue tellement républicain, tellement jacobin, qu'on essaye de nier l'ethnicité, on essaye de nier le particularisme des peuples, pour en faire des enfants de la République, et de dire que moi je suis un juif, je suis un Français de confession juive, alors que je ne suis pas juif que par confession. Je comprends très bien le débat, mais alors dans ce cas-là, j'aimerais qu'on avance sur ces sujets et qu'on parle du coup du lien entre cet antisionisme et cet antisémitisme. Je ne sais pas de quel antisionisme vous parlez. Parce que si c'est moi dont il s'agit, parce que vous m'opposez à notre ami, moi j'ai pas de problème à discuter, même avec une histoire antique et religieuse, aucun problème à ça, mais vous comprenez bien que moi je ne suis pas antisioniste. Moi, je me suis battu simplement, après la déclaration du président de la République le 16 juillet 2017, que vous pouvez rappeler, qui était de dire en clair que l'antisionisme était une forme d'antisémitisme, même la forme réinventée d'antisémitisme. Je me suis battu pour le droit d'être antisioniste. Moi, personnellement, je ne suis pas antisioniste, je ne suis pas sioniste, je suis asioniste, c'est-à-dire que je regarde cette histoire avec une distance suffisante pour ne pas en être partie prenante. J'en suis partie prenante de toute façon, puisque ma famille est une des familles françaises, 76 000 morts, qui a été victime, et comment, du nazisme. Mon père était à Auschwitz, j'ai 13 séphia sur le mur du mémorial de la Shoah, j'en ai d'autres d'ailleurs dans d'autres pays, notamment en Belgique, d'où mon père venait. Bref, je ne peux pas nier mon rapport au judaïsme, ne serait-ce qu'un rapport à travers l'histoire de la persécution des Juifs, dont le génocide nazi a été l'apogée, pas du tout le début. C'est des siècles et des siècles de persécutions, de massacres, d'expulsions, qui se fondaient au départ, c'était le prétexte, sur l'accusation portée contre le peuple juif d'avoir été responsable de la mort du Christ. C'est évidemment une imbécilité. L'Église elle-même a fini en 1965, au Concile Vatican II, par renier cette accusation. Il n'empêche d'ailleurs qu'on l'entend encore ici ou là, même parfois dans la bouche de certains. On est un peu étonné d'entendre tel ou tel leader de gauche reprendre plus ou moins à son compte cette idée. Donc, personnellement, je suis, comme historien, frappé de la permanence de l'antisémitisme, qui avant était un anti-judaïsme, essentiellement d'origine chrétienne, catholique, mais aussi protestante, et qui va culminer avec la Shoah. Cette histoire-là, j'en suis partie prenante. L'histoire de l'Antiquité, franchement, comme je ne suis pas religieux, comme j'ai un point de vue différent de celui de notre ami sur la manière d'interpréter les choses, on peut en débattre, mais ça ne m'intéresse pas outre mesure. J'aurais quand même 10 000 choses à dire si j'entrais dans ce débat. Par exemple, que faire si on a une conception ethnique de la judaïté ? Civilisationnelle, c'est autre chose. Vous avez parlé d'ethnie. Le mot civilisation ne me gêne pas. Au XIIe siècle, avant notre ère. Le mot ethnie me gêne. Pourquoi ? Clairement. Je vais vous laissez-moi finir. Aujourd'hui, il y a, selon les statistiques du mouvement sioniste, parce qu'on peut les discuter, environ 16 millions de juifs dans le monde, dont 7 millions, un peu plus, 7 millions 200 000 en Israël et dans les territoires qu'on dit occupés. Donc, sur ces 16 millions, combien ont un rapport ethnique, c'est-à-dire de descendance à travers les générations? Ce serait bien difficile à dire, mais en tout cas, on sait qu'il y a eu des conversions massives à travers toute cette histoire, comme il y en a eu d'ailleurs dans d'autres sens. C'est-à-dire, je vous disais tout à l'heure, pour prendre un exemple précis, qu'il y avait 95% d'Arabes en 1890-95 sur le territoire qu'on nommait à l'époque Palestine. Le problème, c'est pourquoi ? Parce qu'on pourrait dire, mais pourquoi il n'y a pas plus de juifs ? Parce que les juifs sont devenus chrétiens, une bonne partie.
Les chrétiens sont devenus autre chose. Les Arabes ont été convertis par les Juifs, puis ont été reconvertis par Mahomet. On est dans une zone du monde où les conversions ont été très massives, sans parler des conversions dans toute l'afrique du Nord. Donc le peuple juif n'existe pas. Non, je ne vous dis pas ça. Vous voyez, la complexité, vous disiez. Alors, allez-y. Tenons-nous-en à la complexité. Donc, dans ce qu'on appelle... Vous contestez l'ethnicité du Voilà, peuple moi juif. je dis que parmi les Juifs qu'on qualifie comme tels, ou qui se qualifient comme tels aujourd'hui, il y a toutes sortes de raisons d'être juif. On peut être juif parce qu'on estime appartenir à une ethnie, pourquoi pas. On peut être juif parce qu'on a une foi juive et qu'on considère que cette foi est supérieure à bien des choses. On a ce débat en ce moment en France, hein, il est bien connu. On a des exemples, hélas, tragiques de ce qui se passe quand on veut mettre la loi de Dieu au-dessus de la loi des hommes et de la République. Ce qu'on appelle les orthopraxies, où Voilà, le code de Dieu est supérieur Voilà, au le code de Dieu qui de permet nation. de faire le silence sur des centaines de milliers de victimes de prêtres pédophiles, prêtres catholiques. Hein. Mais enfin, il n'y a pas que les catholiques, si on commençait à rentrer par là. Et toutes les religions ont leur propre, Voilà. ont leur propre Je travers. peux pas. Bon, là, disons que chez les catholiques, il y a quand même actuellement une propension importante. Mais j'estime que vous n'étiez pas non plus dans le sujet. Parce que, Donc- parce que ça vous arrange. Non, Ah, bien sûr. Vous trompez. Donc, si- Donc, j'aimerais bien il y a- commenter quand même. Il y a donc des juifs. Parce que c'est je très intéressant. finis. Il y a donc des juifs qui se sentent partie prenante d'une ethnie. Reste à démontrer qu'elle a été. Voilà. Il y a des juifs Vous qui se sentent juifs. vous voulez que je vous montre mon test Non, génétique laissez-moi. Il y a des juifs qui se sentent juifs par religion. Il y a des juifs comme moi en particulier qui se sentent appartenir à une histoire de persécution qui est une histoire récente, celle de la Shoah, celle de la Deuxième Guerre mondiale. Il y a des juifs qui ont... je vous prends deux exemples très proches de moi. Mon fils et ma fille. L'un et l'autre sont nés d'un même père, mais de deux mères non juives. C'est comme ça. Mariage mixte en Occident, c'est très courant. C'est même presque majoritaire aux États-Unis aujourd'hui. Que sont-ils, mon fils et ma fille? Ils sont ce qu'ils décident. Et il se trouve que l'un et l'autre considèrent qu'ils ont une part dans leur personnalité, dans leur identité, une part de judéité. On sait bien chez nous, en France, au temps moderne où nous sommes, que l'identité est une chose complexe, que ce n'est pas un élément qui fait l'identité ou un autre. On a toutes sortes d'éléments, le genre, la manière dont on vit sa sexualité, le fait d'être de telle ou telle profession. Enfin, je veux dire, quand on essaye de dire qui suis-je, L'idéologie politique. on ne répond pas. Bien sûr, les engagements politiques, etc. Donc, cette complexité de l'identité, les juifs n'y échappent pas. Donc, moi, je connais beaucoup d'amis juifs qui sont juifs de manière très différente les uns des autres. Et je ne me permets pas, moi, de juger la manière dont ils sont juifs. Ils sont juifs parce qu'ils le disent et comme ils l'entendent. Que leur mère soit juive ou non, que leur père soit juif ou non, c'est leur Parce affaire. que ça dépend pas de vous. Et ça dépend pas de moi. Ça ne dépend ni de vous ni de moi, c'est Exactement. chaque C'est individu. pas quelque chose de C'est subjectif. chaque individu qui décide. Moi, je ne suis Justement, pas. justement, Alors tu- justement, tu c'est contestes très la intéressant. subjectivité que- Mais c'est super intéressant. Déjà, c'est intéressant parce que Monsieur Vidal fait quelque chose qui est très typique des Juifs en général qui sont antisionistes, même s'ils sont extrêmement marginaux, il faut le rappeler. Non, je suis pas antisioniste. C'est pas grave. Non, mais c'est pas grave du tout. Je le dirais si je l'étais. Non, mais faut j'ai pas dit que me vous mettre dans l'étiez. un J'ai coin, dit que vous réagissez Vous avez une exactement. rhétorique. Vous avez une rhétorique qui est très similaire de la plupart des Juifs qui sont Mais pas du tout. antisionistes, parce qu'en fait, ils ne réduisent leur judaïté qu'à la persécution. Mais une persécution, ça ne crée pas une culture, ça ne crée pas un peuple. On les persécute parce qu'ils sont juifs. Être juif, c'est Soyez prudent. un peuple Soyez prudent qui sur ce existe sujet. depuis 3500 ans. Ok ? Depuis 3500 ans. C'est très intéressant parce que je ne dis pas qu'il faut qu'il y ait une pureté ethnique au sein du peuple juif. Le peuple juif est une nation, comme par exemple la nation française. Tu n'es pas contre les mariages mixtes. Les mariages mixtes, c'est autre chose. Bah, oui, Je voulais mais juste alors, revenir sur le concept de nation, parce que c'est très intéressant. On va sur la question, après ça m'intéresse d'avoir ton avis sur Très sur bien. la question. Pourquoi il est si difficile pour un non-juif de se convertir au judaïsme, alors qu'il est beaucoup plus facile pour quelqu'un qui veut se convertir à l'islam ou au christianisme? Parce que quelqu'un qui se convertit au christianisme ou à l'islam, il adhère tout simplement à une foi. Une foi. Il croit en quelque chose. Quelqu'un qui se convertit au judaïsme, et c'est très intéressant,
c'est quelqu'un qui intègre un peuple. C'est un acte de naturalisation. C'est comme si moi, demain, je voulais aller aux États-Unis et être américain. Eh bien, il y a un certain nombre de règles. Et ni M. Vidal, ni moi ne décidons d'être américain ou pas. Ça n'est pas de mon ressort, ça n'est pas du ressort de M. Vidal. C'est du ressort d'aucune individualité. C'est les lois du judaïsme. C'est les lois de la naturalisation juive. Il faut une mère juive pour intégrer le peuple juif. Pour être juif, il faut une mère juive, selon la tradition juive. Ça, c'est un peu nos lois de naturalisation. Pour intégrer le peuple juif, il faut se soumettre, du coup, aux règles qui sont dictées par la loi juive, c'est la Torah et le Talmud. Halakha, peut-être, oui. Et la halakha, évidemment. De même manière que moi, si demain je veux devenir anglais, je dois me soumettre à un certain nombre de critères pour adhérer à la nation anglaise. Strictement rien C'est à voir. exactement la même chose. Non, vous C'est mélangez tout, là. exactement la même chose. Excusez-moi, vous mélangez tout. J'ai beaucoup Pourquoi d'amis ça que je connais personnellement, en Israël et ailleurs, qui se sont convertis au judaïsme, des femmes et des hommes. Je vous assure que toutes ces lois théoriquement édictées, théoriquement suivies, qui sont d'ailleurs remises en cause en Israël par le nouveau gouvernement, De manière générale, tout est remis en cause. beaucoup d'éléments constitutifs du nouveau gouvernement sont partisans d'une évolution vers la laïcité. Si vous voulez en parler, je viens de faire un très long article dans une revue assez cotée, qui s'appelle Moyen-Orient, qui est une revue assez... De même manière que nous, on peut changer les lois de naturalisation française. Non, ce que je veux vous dire, c'est que le fait de se convertir au judaïsme n'a strictement rien à voir avec le fait d'adhérer à une nation. Les amis qui se sont convertis, ils sont devenus juifs au sens religieux du terme. Je crois que Simon faisait le parallèle entre eux. Non, Il non. disait pas que c'était la même chose, il faisait le Ah parallèle. si, c'est exactement la même chose. C'est pas la Le peine peuple de juif faire est une nation. Je crois que Simon est capable de Bien sûr. s'exprimer lui-même. Il n'a pas besoin d'un avocat en plus dans le débat ou d'un traducteur. J'ai compris ce qu'il disait. Je dis simplement, je conteste cette vision-là du judaïsme. Les amis que j'ai... C'est pour vous montrer que c'était pas une ethnie, Non, mais mais- que c'était aussi, mais- on pouvait être ethniquement noir ou blanc, on peut intégrer au peuple juif Ah bah, par bien le sûr. procédure de la naturalisation, qui est la Mais conversion. vous appelez ça naturalisation, c'est un Bah mot- oui, on est une nation. C'est un mot marrant parce que vous voulez faire le parallèle avec l'ethnie, mais en fait, tous, Bah non, justement. tous les rabbins orthodoxes qui pratiquent la conversion, je ne parle pas des autres, je ne parle même pas du judaïsme libéral, conservateur, etc. Je parle des rabbins orthodoxes, ils appellent ça conversion, pas naturalisation. Bien sûr. Et ils le Moi aussi, font, j'appelle ça conversion. Et ils le font, je peux vous le dire, avec, j'en ai des exemples précis, si vous voulez, je les nomme, ils n'ont pas de gêne à avoir été convertis, puisqu'ils l'ont choisi, avec des amis, je pense à un ami allemand en particulier, qui s'est converti, qui n'avait ni mère ni père juif. Il s'est converti au judaïsme. Et il a été accepté. Il est passé par un certain nombre d'études, assez rapides quand même. Il a fait sa Brit Mila. Voilà. Mais la Brit Mila, c'est pas un passeport, la Brit Mila. On enlève un bout de prépuce. La conversion, c'est justement l'obtention du passeport juif. Oui, mais vous appelez ça un passeport, mais pas pour eux. Pour eux, c'était pas une nation. D'ailleurs, il est toujours en France, cet ami allemand. Il est marié à une jeune femme. Il était marié à une jeune femme juive. Et alors, tu peux être C'est- anglais et rester en France Non. et vivre à la française. C'est pas ça. C'est votre vision que vous cherchez à imposer, une vision extrêmement étroite et dogmatique du judaïsme, C'est le ne judaïsme. correspond pas à la diversité. Mais Je c'est ne dis justement, pas c'est justement cette naturalisation qui permet cette diversité. Je ne vous dis pas que votre vision n'est pas acceptable, elle est acceptable pour ceux qui l'acceptent. Mais l'immense majorité des Juifs ne partagent pas, pour ce que j'en connais, cette vision-là du judaïsme. Comment vous le y savez compris, parce que ça fait 50 ans, jeune homme, que je vais en Israël au moins 2 ou 3 fois par an faire des reportages, travailler, rencontrer des universitaires, rencontrer des journalistes, etc. Ça fait un bon moment. Hein. J'ai même connu justement. Ben Gourion, j'ai même connu Dayan, j'ai même connu... Voilà. Hein. Oui, c'était une chance de côtoyer des personnages historiques qui ont... Et ces juifs-là, vous marqué. n'ont jamais parlé de Am Israël, du Mais- peuple mais- d'Israël? Mais bien sûr, mais dans tous les groupes humains, il y a des formes de nationalisme, il y a des formes d'identité fortes. Bah nous, Mais- ça fait 3000 ans mais- qu'on a le Am Israël mais- et le peuple d'Israël. Mais vous incarnez, vous n'avez pas l'air d'avoir 3000 ans. Hein. Honnêtement, vous ne les faites pas. Pas vous non plus, hein, je vous rassure. Mais moi, je prétends pas, moi. Ouais. Mais donc, non, soyez, comment dirais-je, si vous voulez qu'on s'entende et qu'on puisse débattre, acceptez la pluralité des sensibilités. Bah des alors points de acceptez la vue, mienne. Mais j'accepte, non, Bah alors- j'accepte la vôtre comme une des formes. Je ne la nie pas.
Mais J'ai- dans ce cas, j'ai- moi, je peux dire, Donc, tout à depuis- fait dire à un Congolais qui vient se naturaliser en France, ah non, mais tu fais comme tu veux, il n'y a pas de règles en France. Si, non, C'est il y a- subjectif, si tu te sens français, tu es français. il y a des règles Il faut les minimales. respecter, les Mais règles, par exemple, pour intégrer un peuple. Je vais vous N'importe donner- lequel, pas que le peuple juif. je vais vous donner un exemple qui montre que votre parallèle est un parallèle pour le moins excessif. Je ne vais D'accord. pas aller plus loin dans les adjectifs. Et pour vous, être juif, c'est être le fruit d'une persécution. Non, j'ai pas dit ça. Vous avez pas dit- vous avez J'ai dit quoi dit qu'il y avait une grande diversité. Non, pour moi, personnellement, moi, Dominique Vidal-Sefia, je suis juif parce que mon père était à Auschwitz. Ça, c'est clair. Parce que ma tante était à Ravensbrück. D'accord. Parce que ma grand-mère partage, était à Ravensbrück. Parce que mon grand-père est mort à Dachau. Je peux vous faire la liste. On a fait en gros à peu près tous les camps possibles et imaginables, sauf les centres d'extermination dont personne n'est revenu, comme Sobibor ou enfin, bref, Majdanek. Donc, il y a diverses manières d'être juif. Donc, acceptez qu'il y en ait plusieurs. La vôtre, elle est tout à fait... Mais c'est pas la mienne, c'est celle de la tradition juive. Non, mais vous C'est celle de la incarnez- loi. Vous n'incarnez pas la loi. Mais je vous n'incarne n'incarnez personne. pas la tradition. Mais vous non plus. Mais non, Mais moi, je ne prétends pas décider des lois pour les gens. Mais je dis pas moi, que c'est subjectif, mais dans ce cas, moi, c'est je l'anarchie. ne décide pas à la place de 16 millions de juifs pourquoi ils sont juifs et de quelle Tout manière à ils fait le raison, sont. vous décidez pas. Votre point de vue est un point de vue dogmatique. Vous voulez imposer une conception du judaïsme. Ça n'est pas la mienne, ça n'est pas celle d'Einstein, ça n'est pas celle de Qui est Freud, de ma famille d'ailleurs. ça n'est Einstein. pas celle de Buber. Félicitations. Pourquoi vous parlez d'Einstein Einstein ou Zweistein Einstein. Einstein. Oui. Alors, Einstein, par exemple, quand Ben Gurion lui a proposé d'être le premier présidence président de l'État d'Israël. d'Israël, il a dit non. Parce que Il était pas sioniste, Non. Einstein il était. Alors, C'est vrai justement qu'on revienne sur le sionisme. si Einstein était sioniste, Buber aussi. Je sais pas qui c'est Buber. Ah oui, bah alors voilà. Alors là, on a un problème entre nous qui n'est pas un problème d'opinion, mais un problème d'alphabétisation. D'accord. Martin Buber est un des plus grands philosophes juifs qui a animé dans les années 20 et 30 en Palestine le courant binationaliste avec une force. Chacun connaît Buber. Si vous ne connaissez pas Buber, ça explique pourquoi vous avez une vision D'accord. aussi étroite. Alors moi, du je suis judaïsme. pas juste là-dessus. Je voulais juste revenir là-dessus 2 secondes. Je termine Termine là-dessus. et après je veux qu'on avance sur le sionisme et l'antisionisme et les Allez, je vais dérives. vous chercher antisémitisme. Buber. Allez, cherchez-moi Buber. Vous êtes historien, vous êtes journaliste. Moi, je suis historien, oui, bien n'utilise sûr. c'est tout à votre honneur. Moi, je suis pas historien et je n'utilise pas des détails techniques pour remettre en cause un droit populaire. Par contre, moi, il y a quelques mois, j'étais en Israël et j'ai participé à des fouilles archéologiques dans la vieille ville de Jérusalem. Et on a retrouvé une pièce. Cette pièce, elle ressemble pas mal à celle-là. Oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Donc là, bon, ça c'est du paléo-hébreu. Hein. C'est une pièce qui date de 2000 ans. Donc je ne vous parle pas de 3000 ans au début, je vous parle très après, pendant l'occupation. la C'est colonisation l'occupation romaine, ça, oui. Et il y a marqué Cherut Sion, vous lisez l'hébreu, ça veut dire liberté pour Sion. On va me dire que le sionisme, alors c'était des juifs qui faisaient partie de la grande révolte juive contre Rome, qui ont perdu malheureusement la fin, puisque Rome a détruit le temple et a tué des centaines de milliers de juifs. Mais pas seulement. Il y a eu Bar Korba. Et puis après, il y a eu d'autres Oui, oui, contre-révoltes, oui, Bar oui, vous Korba, connaissez mal etc. votre histoire, vraiment. Quelle année Bar Korba C'est pas 135, monsieur. Non, non. Et donc, Vous voyez, vous dites des bêtises. C'est pas 135 Bar On ne sait Korba pas, on ne sait pas. C'est entre 132 et 135. vous voyez. C'est pas un test d'histoire. Oui, et donc, juste pour vous dire qu'on peut parler de communisme, de bundisme, comme vous le faites, on peut parler de persécution. Il y a 2000 ans, il y avait déjà des juifs qui se battaient pour le sionisme, qui se battaient pour l'indépendance de la terre d'Israël contre les envahisseurs, qu'ils soient romains, qu'ils soient arabes, qu'ils soient babyloniens, qu'ils soient grecs. Je veux dire, ça, vous l'acceptez pas. Et vous dites, non, j'ai pas envie de parler de l'Antiquité. Mais c'est facile. Mais Simon, est-ce que vous avez réfléchi une seconde à ce qui se passerait si tous les deux, on allait au Conseil de sécurité de l'ONU et on leur disait, écoutez, nous, on va refaire la planète en fonction de qui possédait quoi il y a 3000 ans. Impossible. Tous les peuples ont une histoire, tous les Totalement groupes raison. humains, tous les groupes humains ont une histoire. On ne peut pas Vous avez raison. refaçonner la planète de 2021 en fonction de ce qu'il y avait en 021. Je suis tout à fait d'accord avec Ou toi. en Je suis tout à fait d'accord avec 21. vous. Ouais. Donc juste, C'est d'ailleurs le mouvement territorialiste du sionisme qui voulait une terre pour le peuple juif au-delà de la terre d'Israël. Il y avait eu les questions d'Ouganda, il y avait eu les questions d'Argentine. qui elles, pour le coup, auraient été des formes de colonisation. Elles, Elles auraient été des formes de colonisation. Mais j'aimerais qu'on avance du coup sur le. Comme vous le savez, actuel. comme vous le savez, dans plusieurs congrès sionistes, parce que l'histoire du sionisme est complexe, parce que à la mort de Herzl,
en 1904, il n'y a aucun résultat du sionisme. C'est-à-dire, Herzl, malgré tous ses efforts, il a rencontré tous les grands de la Terre à l'époque, il n'a pas réussi à trouver ce qu'on appellerait aujourd'hui un sponsor pour soutenir le projet d'État juif en Palestine. Ces gens n'avaient rien à faire des autochtones, hein. C'est pas pour ça que les grandes puissances étaient contre. Ils n'avaient pas compris l'intérêt que représentait, qu'elles comprendront plus tard, notamment les Britanniques, avec Balfour en 1917, le 2 novembre 17. Donc il y a une période où le mouvement sioniste se cherche, et il y a plusieurs congrès où on envisage effectivement d'aller en Ouganda, en Argentine, etc. Tout cela... Ça aurait été une forme de colonisation. Oui, ça aurait été. Il n'y avait pas de raison historique d'aller là-bas. C'était, à un moment donné, les ça aurait été illégitime. Successeurs de Herzl. Ça aurait été illégitime. Herzl n'était pas favorable de son vivant à ces solutions, mais les successeurs se disaient, au fin de compte, si on ne peut pas avoir la Palestine, on aura autre chose. Pourquoi ça s'arrête ? Heureusement que le sionisme ne dépend pas d'eux. Non. Ça s'arrête non pas parce que les sionistes décident que ça s'arrête, en l'occurrence, mais parce que la Grande-Bretagne accorde ce aucune grande puissance, c'était la principale puissance à l'époque mondiale, la Grande-Bretagne, oui, elle accorde au mouvement sioniste, c'est très précis, un foyer national juif en Palestine. Et donc, à partir de là, le mouvement sioniste, au lieu d'être un mouvement, parmi d'autres, il devient un allié relatif. Et la Grande-Bretagne, pour des raisons dont on peut discuter, elle va couvrir le projet de mandat dans des conditions bien définies. Il va y avoir des conflits entre le mouvement sioniste et la Grande-Bretagne, tout ça est compliqué. Mais en tout cas, le mouvement sioniste, au lieu d'être orphelin de Herzl, a trouvé un nouveau papa ou une nouvelle maman, comme vous voulez, qui est la Grande-Bretagne, le Royaume-Uni. Et donc, ça change complètement la donne. Alors, j'aimerais qu'on se pose la question dans ce cas-là, parce que du coup, maintenant... Je voulais dire autre chose. Je vous laisse terminer très rapidement, et après, on veut qu'on avance sur le sionisme. Rapidement ou pas, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est important. Ce qui fait que le point de vue de Simon, à mon avis, est un point de vue étriqué, dogmatique, c'est que la conviction que le projet sioniste est légitime, elle vient très tard. Parce que pendant plusieurs dizaines d'années, entre 1897, disons, et l'après-guerre, l'après-deuxième guerre mondiale, on a une diversité juive, alors pour en parler, où l'essentiel des acteurs sont hostiles au projet sioniste, pour des raisons très différentes. Les communistes, parce qu'ils pensent que la révolution mondiale va régler le problème juif. On sait que ça n'est pas le cas. Les bundistes, parce qu'ils sont pour une autonomie juive dans les pays où se trouvent les juifs, pas pour un État juif ailleurs. Les libéraux, essentiellement en Europe occidentale, parce qu'ils trouvent que assimilation, je dis bien, pas intégration à l'époque, hein. Oui. C'est le moment où les juifs se définissent comme israélites. Voilà, donc on n'est pas juif, on est israélite. Mon père, qui était linguiste, appelait ça un cache juif, le mot israélite. C'est une belle formule. Hein. Vous aviez à l'époque la grande masse des juifs religieux pour qui c'était un blasphème, l'idée d'État juif. Tant que le Messie n'est pas arrivé, il ne peut pas y avoir d'État juif. D'ailleurs, c'est une position que l'Agudat Israël va défendre dans les discussions sur ce qu'on appelle le statu quo avec Ben Gurion, État juif à la veille de la création. Oui, mais il ne peut pas y avoir d'État juif tant que Dieu ne l'a pas décidé. Ça, c'est leur point de vue messianique. Pour les ultra-orthodoxes. Donc, ce n'est pas des juifs sionistes, hein, on est bien d'accord. C'est des ultra-orthodoxes qui, jusque... Ce n'est pas des sionistes politiques. Non, mais bien sûr que non. Ce n'est pas des sionistes politiques. Mais à long terme, ils cherchent bien le retour des juifs en terre d'Israël. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'après, on peut reprendre les raisons pour lesquelles Israël a vu le jour et le sionisme a trouvé une légitimité. De l'antisémitisme, antisionisme... On peut en parler. Mais en tout cas, ce qui est très important historiquement, c'est pour ça que je me suis hérissé, agacé, quand le président de la République, qui n'y connaît strictement rien, s'est mêlé d'un débat qui est un débat juif, essentiellement, parce que les antisionistes, ils sont juifs. Je les ai nommés communistes, bundistes, libéraux, religieux. J'ajoute une chose, c'est que la grande bourgeoisie juive, à travers toutes ces décennies, qu'on symbolise avec les Rothschild, c'est la mode, hein, maintenant on dit Rothschild pour pas dire juif, et on sait très bien que ça veut dire juif quand on dit Rothschild, on a vu pendant le mouvement contre le pass sanitaire, eh bien, la grande bourgeoisie juive, elle préférait faire son travail de grande bourgeoisie en Europe occidentale que d'aller travailler la terre dans les kibboutz. Donc, si vous voulez, ce qui fait que l'État d'Israël gagne une légitimité, je ne dis pas religieuse, je ne dis pas historique,
Mais la légitimité internationale, c'est que l'ONU, représentant la culpabilité des peuples de la Terre, en tout cas ceux d'Europe, qui ont soit participé, soit collaboré, soit été passifs largement devant la Shoah. Il y a des exceptions, on pourrait en parler. Mais en tout cas, cette ONU décide à un moment, on va partager l'État, ce qui n'est pas un État, ce qui est le mandat britannique, si vous voulez, sur la Palestine. Il n'y a jamais eu d'État palestinien. Il n'y a jamais eu d'État palestinien, on en est bien d'accord, bien sûr. C'est la vérité, c'est évident. Donc on partage en deux, et puis pour des raisons historiques qu'on pourrait raconter, tout ça finit avec un seul État, puisque les Arabes refusent le partage. Le mouvement sioniste accepte, en sachant, Ben Gourion l'écrit en toutes lettres dans son journal, que la guerre qui vient va permettre d'agrandir l'État et de l'épurer, de faire en sorte qu'il y ait le moins d'Arabes possible. C'est un État le plus grand et le plus homogène possible, dit Ben Gourion, c'est la formule. Là aussi, la kabbalistique des mots. Voilà. Bref, ce qui fait qu'Israël trouve une légitimité internationale, contrairement à ce que dit Simon, c'est la Shoah. Parce que la Shoah était tellement un traumatisme, évidemment, pour ses victimes, mais aussi pour une partie des peuples qui ont vu se faire ça et qui n'ont pas su... la communauté internationale n'a pas été capable de l'empêcher. À Évian, en 1938, quand les hitlériens disent « mais on vous donne les juifs d'Allemagne, prenez-les », personne ne les prend. Personne n'accepte. C'est comme ça. La Shoah a failli détruire Israël et le peuple juif. La Shoah a détruit l'échec du sionisme, c'est la Shoah. Oui, ça, on peut en discuter aussi. Mais l'État d'Israël était prêt avant la Shoah. Toutes les institutions étaient préparées. Oui, absolument. Quelqu'un qui voulait détruire le projet sioniste, il faisait la Shoah. Non, mais... Donc n'essayez pas d'imputer, de mettre la légitimité plurimillénaire d'un peuple à un génocide. Vous mélangez deux choses. Moi, je vous parle de la légitimité internationale dans la communauté internationale. Et si demain la communauté internationale décide que le ciel est rouge, qu'est-ce que ça change ? Si vous voulez aller vivre sur Mars, c'est votre droit, mais nous vivons, vous et moi, et monsieur aussi, sur la Terre. Et c'est quoi le droit international ? Il y a une réalité des pays. Du droit. C'est des pays qui ont des intérêts. Non. Fait qu'un État est légitime. Moi, je vous dis. Mais j'aimerais vraiment qu'on parle actuellement, parce que du coup, aujourd'hui, Israël existe. Israël est reconnu par très grand nombre de pays. La plupart, notamment en Occident et dans les grosses puissances. Non, dans le tiers-monde aussi, bien sûr. Encore quelques minces États qui le contestent, mais du coup... Comme la Corée du Nord. Oui. Quelle logique du sionisme actuel, alors même qu'un État existe déjà, en fait, du coup, concrètement. Et à l'inverse, est-ce qu'un antisionisme est une guerre, du coup, si ce n'est à Israël, aux Juifs de manière globale ? Mais on n'a pas bien fait la jonction quand même. Entre 1945 et aujourd'hui, il se passe quelques décennies. Bien sûr. C'est quand vous voulez l'histoire, j'ai remarqué. Non, c'est toujours. Ah, c'est toujours. Alors très bien. Mais on s'accorde. C'est une très bonne question. J'aimerais les thématiques actuelles. C'est une très bonne question ce que vous posez. La question que vous posez, parce que vous parlez du sionisme aujourd'hui. Moi, je vais vous dire, comme l'un des fondateurs du sionisme politique et l'un des fondateurs de l'État d'Israël, David Ben Gourion, que le sionisme a réussi son projet. L'idée du sionisme, c'est un droit. Le droit du peuple juif à disposer de lui-même sur la terre d'Israël. Tout le reste, le sionisme religieux, sionisme socialiste, culturel, c'est que du commentaire. Le sionisme, c'est juste le droit du peuple juif à retrouver Sion. C'est pas compliqué. L'antisionisme actuel, c'est de dire les juifs n'ont pas le droit de vivre de manière souveraine sur leur terre ancestrale. Tout le reste, commentaires de la politique israélienne, de Netanyahou, de Bennett, tout ça, ce n'est pas de l'antisionisme. Vous pouvez me citer une seule citation de quelqu'un d'antisioniste qui dise les juifs n'ont pas le droit. Vous connaissez ça ? Non, trouvez une citation. Je peux vous parler du frère de ma grand-mère qui est à l'Union des Juifs pour la paix, qui lui est un antisioniste et qui dit que les Juifs n'ont pas le droit d'être souverains. C'est pas bien, sauf que c'est beaucoup de gens qui disent que les Juifs n'ont pas de légitimité et que les Juifs ont volé la terre. Ne faites pas comme si vous ne savez pas. Vous avez jamais entendu que les Juifs avaient volé la terre de Palestine ? J'entends des âneries à longueur. Vous avez jamais entendu ça de par votre parcours. Soral, incroyable. Dieudonné, j'entends. Sand, Shlomo Sand, un peuple inventé.
pas voilà. dire que Soral et Non, mais- Shlomo Sand, c'est la même chose. Vous voyez. Et alors, Sinon, je c'est vous vous qui le dirais dites. que C'est vous qui Jabotinsky le et les dites. Biryonim, c'est la même chose qu'Hitler. C'est vous qui le dites. absurde. C'est vous qui le dites. Et que je le dis pour Alain Soral et Dieudonné, ils ont pendant longtemps défendu un antisionisme. Non, après pas du tout, avoir pas du été- tout. Évidemment. D'ailleurs, il y avait une affiche Dieudonné, les Oui, oui, mais ça, c'est quand il a fait sa liste antisioniste avec le parti Ah. antisioniste qui avait strictement rien à voir ni avec le sionisme ni avec l'antisionisme. C'était un parti fondé par des ultranationalistes Mais la question, elle est très musulmans, simple. Mais la arabes. question- Enfin, je veux dire. La question est très simple. Est-ce que vous considérez que quelqu'un qui nie le droit du peuple juif à vivre souverainement sur sa terre est antisémite? Bah oui, bien sûr. Très bien. Où est le problème? Donc Vous- comment on peut être antisioniste sans Mais être antisémite? Vous ne comprenez. Excusez-moi. Oui, je comprends rien, vous êtes très intelligent Non, non, et non, pas non. moi. Ah non, non, ça je me permettrai pas de dire Bah, ça. vous vous permettez depuis tout à C'est l'heure, vous donc, qui vous permettez d'interpréter la Bah pensée non, des le antisionistes. sionisme, c'est le droit du peuple juif à vivre sur sa terre en Israël de manière souveraine. Attendez. Vous dites que celui qui nie ça est antisémite. Donc les antisionistes sont des gens qui nient le droit du peuple juif à vivre sur la terre d'Israël. Excusez-moi, j'ai Non, pas fait laissez- d'études. laissez répondre. J'ai pas fait d'études talmudiques. Moi non Donc plus. ce genre de Quel rapport? jonglage avec des phrases, moi je Ça va un peu considère vite, ça va un peu vite, c'est vrai. de mes connaissances historiques, Quel est votre avis? les miennes, mon avis est absolument simple. Il y a un débat, qui est un débat de longue haleine, qui dure depuis très longtemps, parmi les juifs, pour savoir quelle est la bonne manière de résoudre les problèmes que les juifs ont rencontrés à travers l'histoire, et notamment en Europe, mais pas seulement. C'est une question sécuritaire. Alors, il y a... Non, 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 non. Il y Comment a résoudre le problème de... un mouvement qui s'est réglé, qui s'est organisé autour de la réponse qu'a donnée Theodor Herzl, parce que Simon est gentil, mais je veux dire, tous les historiens sionistes datent le sionisme de Herzl. La preuve d'ailleurs que c'est ceux d'avant, mais oui, on les appelle des pré-sionistes. On ne les appelle même pas des sionistes, on les appelle pré-sionistes. Que vous connaissez comme moi les penseurs qui ont jalonné le chemin de la construction du mouvement national qui s'appelle le sionisme. C'est exceptionnel. Non, je vous non. dis depuis tout à l'heure que le sionisme ne peut pas être réduit à quelques auteurs. C'est trop mais facile. je vous parle pas Le sionisme, d'auteur. c'est un droit qui est plurimillénaire. Enfin, Au 6e siècle avant notre ère, il y avait un juif mais qui non, s'appelait Jérémie, mais non. qui était déporté dans un autre pays à Babylone, et qui disait Imeshkacher Yerushalayim Tishkar Yemini. En hébreu, ça veut dire si je t'oublie Jérusalem, que ma main Oui, droite se dessèche. mais vous savez C'est pas très religieux. bien- C'est pas religieux du tout. C'est quelqu'un qui est un juif de Judée, de Yehuda en hébreu, qui arrive, qui est déporté de force par Nabucodonosor II dans un autre territoire et qui aspire à revenir sur sa terre. Simon, Je veux dire, les Jabotinsky, tout ça, c'est très très facile. Réglez C'est vos très problèmes facile. avec votre beau-frère qui est à l'UJFP. C'est pas un beau-frère. Et ne veut- Écoutez ce que je vous dis, s'il vous plaît. Non, mais excusez-moi, j'ai pas compris le détail. Le frère de ma grand-mère. Le frère de votre grand-mère, Voilà. grand-mère qui est à l'UJFP. On parle beaucoup des grands-mères aujourd'hui. Ah oui, bon, le frère de votre grand-mère est à l'UJFP, c'est son droit le plus strict. Je Évidemment. pas lui jeter la pierre. Évidemment. Moi, je n'en suis pas membre, personnellement. Mais réglez vos problèmes avec lui et n'encombrez pas le débat historique de choses comme ça n'a aucun sens. Évidemment... Non, C'est vous qui refusez le débat historique. Non, non. Vous dites j'ai pas envie de parler d'histoire. On nous parle. Ils On ont m'a discuté. invité à un débat sur le sionisme. Le sionisme, ça commence en 1897. Donc je c'est ne veux justement pas. le fond du je débat. ne veux pas faire semblant C'est d'être facile un de- spécialiste de l'histoire antique. C'est facile d'invalider. Pourtant, vous semblez très spécialiste tout à l'heure quand vous parlez des Parce Cananéens. que vous aviez oublié, au passage, qu'avant les Juifs, il y avait un autre peuple. Vous n'en aviez Qui a pas oublié fait mention. C'était le premier peuple sur la Quand terre de... C'est moi qui me Oui, ben, vous- C'est lui qui l'a dit. Donc, Voilà. je reviens à mon propos. Il y a des Juifs qui, autour du mouvement créé par Herzl, ont pensé que la solution de ce qu'on appelait la question juive à l'époque, que les penseurs sionistes appelaient la question juive, c'était de créer un État, possiblement en Palestine, puisque c'est là que se trouvait l'histoire des Juifs. D'autres ont pensé, et d'autres continuent à penser d'ailleurs, que la solution, elle est dans la bataille pour l'égalité des droits, contre l'antisémitisme, contre toute forme de racisme, qui La permettent solution à quoi aux Juifs de vivre là où ils ont envie de vivre s'ils ne veulent pas vivre en Israël. La solution à quoi D'autres nations. Je ne sais La pas solution si à quoi d'autres États. D'autres nations que D'autres Israël, pays. ou Bah, d'autres en États ce qu'Israël, moment, d'autres pays. à La l'heure solution où nous à quoi parlons, la majorité des Juifs ne vit pas en Israël. Voilà. C'est leur affaire. Je ne jette la pierre ni aux uns ni aux autres. Après, une fois qu'on est dans le débat sur ce qu'est le sionisme, il y a, n'en déplaise à Simon, plusieurs variantes de la pensée sioniste. Tout à fait.
Et notamment dans les années 20 et 30, quelqu'un que vous ignoriez jusqu'à maintenant, je suis content de vous l'avoir fait découvrir, Martin Buber et d'autres, ont pensé à créer un État binational. Ils appelaient ça Fédération judéo-arabe en Palestine. Leur idée, c'était que plutôt que d'entrer dans un conflit national entre juifs de Palestine d'un côté, arabes de Palestine de l'autre, il valait mieux essayer de trouver une solution commune. L'histoire a voulu que ce projet-là ne fonctionne pas, pour des raisons évidentes, parce qu'il n'a pas été porté, ni d'un côté ni de l'autre, et en particulier du côté arabe. Mais il n'empêche que dire d'une phrase comme ça, le sionisme a réussi, c'est faire peu de cas de 1948, 1956, 1967, 1973, 1982, 2006, Pourquoi 4 guerres de Gaza. Pourquoi ? L'État d'Israël, créé en 1948, a vécu de guerre en guerre. Et alors ? Eh bien, ça n'est pas forcément une bonne chose pour les gens qui y ont Mais vécu. je vous parle du sionisme. Mais moi, je Je vous parle pas des guerres. Mais moi, je vous parle. Vous parlez d'un truc désincarné. Moi, je vous parle de millions de gens. De millions de gens qui ont souffert pendant la Shoah. Ça vous intéresse pas, la Shoah? Ça m'intéresse pas, la non, Shoah. Visiblement, vous pensez que c'est pas une bonne manière d'être juif. Non, moi je refuse. Ça. Moi Ensuite, je refuse. Non, excusez-moi parce que là c'est important. Moi je refuse les gens qui instrumentalisent la Shoah pour servir leur objet politique comme vous. Écoutez, moi je ne vends pas. Excusez-moi. Moi je ne vends pas. Non, je m'en vais. Instrumentaliser. Ma famille, elle a instrumentalisé autrement que la vôtre, visiblement. Dominique Vidal a du coup décidé de quitter le plateau. Mais après quelques échanges, il a décidé de retourner dans la pièce où nous tournons les rings et d'échanger avec Simon, avec moi-même, avec Antonin, avec toute l'équipe. Et même si l'échange était encore tendu par certains aspects, notamment idéologiques, tout s'était apaisé et il n'y avait aucun conflit réel entre les deux. Ils se sont même salués en partant. Donc on n'a pas pu tourner de débrief qui justement en plus normalement sert à ce genre de situation, histoire de faire redescendre la pression, et que ça puisse même vous permettre de vous faire un référentiel aussi sur le fait qu'il faut écouter, il faut rentrer dans l'empathie et le plus possible et le plus qu'on peut ne pas quitter la discussion et essayer de convaincre. Voilà, nous voulions quand même publier ce ring car notre priorité c'est le débat, c'est vous qui nous regardez, c'est les gens qui veulent comme nous rassembler autour du dialogue, autour des idées, autour de la compréhension de l'autre et de la compréhension du vécu et de la réflexion de l'autre. J'espère que vous comprendrez que ça n'est pas notre objectif, que nous avons, je pense, prouvé par la dizaine, la quinzaine de débats que nous avons déjà réalisés, que nous ne cherchions pas la polémique, que nous ne cherchions pas à créer du buzz, et que quand des tensions arrivent, il ne faut pas chercher à les monter en épingle, mais plutôt chercher à essayer de comprendre dans le fond des sujets ce qui peut être intéressant d'en tirer, et mettre de côté tout ce qui peut s'apparenter à du parasitage pour les idées. Je vous remercie de nous avoir regardés. Je vous remercie de suivre le crayon. Si ce n'est pas le cas, abonnez-vous et activez la petite cloche. N'hésitez pas à nous mettre en commentaire ce que vous en avez pensé, vos suggestions également de sujets ou de débats. C'était Valran pour le crayon. Merci beaucoup. Salut les amis.